La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Honda produira une hybride branchable à plus de 75 km d'autonomie. Propriétaire de Chevrolet Bolt, participez au rallye Bolt 1000. Croyez-le ou non, les batteries de Tesla conserveront plus de 80% de leur autonomie et ce, après avoir parcouru plus de 840 000 km. Une nouvelle borne de recharge rapide est en installation à Boucherville. Tesla augmente à distance l'autonomie des véhicules en Floride pour permettre aux gens de fuir les ouragans. La nouvelle Nissan Leaf fait couler beaucoup d'encre. À Voiture électrique 101, on parle de la vitesse des bornes de recharge. Toute l'actualité des véhicules électriques, tout ça et bien plus encore dans cet épisode de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et tout nouvellement nommé porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Alors, on a encore eu un beau 2 semaines pleinement chargées en événements, sans contredit l'événement des 2 dernières semaines, et ça sera évidemment le sujet principal de la balado de cette semaine. C'est le lancement de l'annonce et le lancement officiel de la nouvelle Nissan Leaf, de nouvelle génération. Une Nissan Leaf qui nous viendra de base avec une batterie de 40 kWh. La version précédente en avait 30. Plein de nouveaux gadgets, plein de nouvelles fonctionnalités. On va en parler un petit peu plus tard, mais évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je ne vous cacherai pas, c'est assez polarisé de façon égale dans les deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui saluent ce modèle-là, compte tenu du prix, de ce qui est annoncé comme caractéristique, et d'autres qui auraient aimé qu'il y en ait plus, ou qu'il y ait plus d'autonomie, moins d'autres gadgets, en fait, hein. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça, mais on va avoir le temps d'en parler amplement dans les prochaines minutes. Je vous rappelle que la balado-diffusion que vous écoutez est diffusée sur tous les grands sites de podcasts au Québec, que ce soit RZO, Balado Québec, etc. Et c'est également diffusé par les plateformes comme le Google Store et Google Play, en fait, qu'on appelle, et le Apple Store. Et vous pouvez donc vous abonner et recevoir les balados-diffusions directement sur vos téléphones sans avoir besoin d'aller la chercher. Quand c'est prêt, c'est téléchargé. Sur notre site web, si vous allez sur... faites une recherche avec balado-diffusion, silence on roule, ou vous recherchez par mots-clés. Vous allez trouver toute l'information sur comment vous abonner afin de recevoir. Je pense que c'est la meilleure façon de nous écouter. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Le balado est-elle sorti? Quand elle va être sortie, ça rentre sur votre téléphone. Il y a un petit témoin lumineux dans votre écran là, devant l'icône de votre application qui vous dit que la balado a déjà été téléchargée. Puis vous l'écoutez là où bon vous semble, dans votre voiture électrique, on l'espère, à la maison, au chalet, n'importe où. Je pense que c'est la façon de faire. Puis en passant, quand vous allez sur le Apple Store, évidemment, si vous pouvez en profiter pour nous mettre un petit 5 étoiles, les balados qui sont cotés 5 étoiles là, montent plus haut dans la liste des podcasts favoris et sont ainsi poussés là, en publicité vers les gens. Donc, on risque de se faire entendre par un auditoire un peu plus grand. J'en profite toujours pour saluer des gens qui nous écoutent semaine après semaine. Cette semaine, c'est Jean Daisy, Jean qui est un fidèle auditeur et aussi un bénévole qu'on rencontre souvent à l'AVEC, qui m'écrit régulièrement, me suggérer des textes, des articles, des sujets pour la balado. Donc Jean, considère-toi salué. Merci d'être à l'écoute le samedi matin en prenant ton café, ton jus d'orange, ton journal et t'écoutes ta balado qui, je l'espère, est ta balado préférée. Alors, j'en ajoute pas plus. On va poursuivre tout de suite avec le segment des actualités des 2 dernières semaines. Débutons avec une petite nouvelle qui est peut-être passée sous le radar. C'est la compagnie Honda, avec sa Honda Clarity hybride rechargeable, qui a annoncé augmenter son autonomie à 75 km.
Donc, on dirait que la Honda Clarity hybride rechargeable sera plus électrique que ce qui avait été annoncé au début au Salon de l'Auto de New York ce printemps. Honda a déclaré que la version hybride rechargeable de la famille Clarity aura une autonomie électrique de 67 km et maintenant, on apprend qu'elle sera montée à 75. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de la marque qui étaient en attente d'avoir une hybride rechargeable avec une autonomie appréciable. Donc, avec ces 75 km, là, ça met la Honda Clarity hybride dans la même classe que plein d'autres véhicules, dont la Toyota Prius. La loi sur la conduite des véhicules autonomes vient d'être adoptée aux États-Unis. On apprend que la Chambre des représentants a adopté une loi qui s'intitule Safety Ensuring Live Future Deployment and Research in Vehicle Evolution Act, mieux connu sous le nom de Self-Drive Act, donc la loi sur la conduite autonome. Cette loi fait en sorte qu'elle permet aux constructeurs automobiles de tester jusqu'à 100 000 voitures autonomes sur les routes publiques de toute l'Amérique, même si elles ne respectent pas les normes de sécurité locales et étatiques. Donc, ça va permettre aux manufacturiers, en clair, de faire des tests et de pouvoir utiliser les véhicules sur les routes en période de test. Évidemment, ce n'est pas une loi qui s'applique aux véhicules déjà commercialisés, donc qui pourraient être commercialisés dans les prochaines années, mais pour les tests, là, cette loi-là va permettre aux manufacturiers de fabriquer et de tester dans des routes, même si normalement la loi officielle ne le permet pas. Faut bien s'amuser un peu, dirait l'autre, et c'est sûrement pour ça que le rallye Bolt 1000 a été mis en place. Donc, c'est un rallye, un circuit de 1000 km en continu qui est effectué sur un trajet qui relie les villes de Sainte-Julie, Magog, Drummondville et Rivière-du-Loup, là, en faisant une boucle, en se rechargeant toujours sur les bornes rapides du circuit électrique. Donc, c'est un parcours dans lequel il faut faire la distance le plus rapidement possible. Donc, il faut user de stratégies pour réussir à le faire. Donc, le ratio vitesse, temps de recharge, plus on va vite, plus on décharge la batterie vite. Donc, si on décharge la batterie plus vite, on va devoir se charger plus souvent, etc. Donc, il y a tout un jeu de stratégie là-dedans. Et les propriétaires des Chevrolet Bolt là, sont appelés à participer à ce rallye-là. Et l'épreuve se fait à la borne de recharge rapide la plus proche du concurrent là, dans le parcours. Donc, le départ ne se fait pas tout de la même endroit. L'idée, c'est de faire la boucle, de se chronométrer, de prendre des photos pour attester nos temps de passage. Évidemment, il n'y a pas de juge ou d'officiel là, le long de la course. Donc, c'est un événement officiel, mais en même temps, c'est une compétition amicale. Donc, Daniel Brazeau et Jean-François Morin de l'AVEC ont organisé ce concours-là. Puis, il y a des équipes qui sont inscrites et qui participent là, pour faire le tour du rallye. Étant donné que les boucles, les gens font la boucle en partant de la borne la plus près de chez eux et qu'on on prend nous-mêmes les preuves en prenant des photos pour démontrer le temps des différents passages, eh bien, la date de ce rallye-là, les dates sont assez grandes parce que les gens peuvent démarrer quand ils veulent et arrêter quand ils veulent, évidemment. Ils prennent les photos, ils nous donnent les temps au passage et c'est l'équipe qui aura le temps le plus rapide. L'équipe de Daniel Brazeau, justement, a fait le trajet en 13h15 minutes. C'est donc le record à battre actuellement. Un trajet final qui s'est fait sur 1000 km en passant par Rivière-du-Loup et toutes les autres villes. C'est une expérience extraordinaire. Donc, les gens qui veulent participer, là, il est minuit moins une, là, mais vous allez sur le site de l'AVEC et vous regardez pour l'épreuve Bolt 1000. Une toute petite nouvelle qui est peut-être passée sous votre radar, simplement informer les membres du circuit électrique qu'il y a des nouveaux frais qui vont s'appliquer pour l'activation par téléphone d'une borne. Donc, depuis le 8 septembre 2017, là, il y a des frais de 2$ qui sont imputés à votre compte circuit électrique pour toute demande d'activation d'une borne par l'entremise du service d'assistance téléphonique, là, assistance qui est assurée par CAA Québec. Ces frais s'ajoutent au coût de la recharge. Donc, évidemment, si vous voulez éviter ces frais d'activation-là, il faut utiliser la carte du circuit électrique ou encore l'application mobile là, pour votre téléphone intelligent. Donc, dans l'optique où vous n'avez pas de téléphone et que vous avez oublié votre carte puis que vous voulez téléphoner pour la faire démarrer à distance, c'est seulement dans ces cas-là où le frais de 2$ supplémentaires va s'appliquer. Il y a toujours des gens qui ont peur que les batteries de véhicules électriques vont perdre leur capacité trop rapidement puis qu'avant même la durée de vie du véhicule, on devra changer la batterie dans le véhicule. Bien, sachez que des nouvelles données suggèrent que les batteries de Tesla devraient conserver 80% de leur capacité et ce, même après 840 000 km.
Rien ne dure pour toujours, c'est sûr, mais sur la base de nouvelles informations, les batteries au lithium-ion dans les véhicules Tesla pourraient survivre à son propriétaire, sans parler du reste de la voiture, et rendre la voiture 4 fois plus durable qu'un véhicule à moteur ou à combustion interne. L'étude mise à jour a été publiée sur le forum Tesla et c'est une étude qui est faite en suivant 900 conducteurs à travers le monde entier et on mesure la dégradation de leur batterie au fil du temps et de la distance parcourue. Cette étude-là démontre qu'effectivement, après 840 000 km, la batterie devrait conserver 80% de sa capacité originale. Une nouvelle borne de recharge rapide a été mise en service à Boucherville. Cette borne de recharge est située au Renault Dépôt de Boucherville qui est au 1235 rue Nobel. On y propose la recharge rapide de 400 volts au moyen des deux types de connecteurs, soit CHAdeMO et Combo. C'est toujours le même principe. Les recharges rapides sont offertes à 10 $ de l'heure facturées la minute. Donc, une charge rapide de 20 minutes devrait vous coûter 3,33 $. Une recharge de 30 minutes, environ 5 $. Évidemment, une précision importante, et on ne le dira jamais assez, les bornes de recharge qui ont les deux câbles, donc les deux standards, c'est un seul véhicule à la fois qui peut être rechargé, même si les deux câbles sont là. C'est l'un ou c'est l'autre. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site du circuit électrique à lecircuitelectrique.com. Et une toute petite nouvelle qui a suscité l'attention cette semaine, pour ma part, je trouve que c'est vraiment génial. Vous savez que dans les derniers modèles de Tesla, les modèles P60, en fait, c'est la même batterie que dans la P75 et c'est de façon logicielle là, qu'on limite la puissance de recharge, la capacité de recharge de la batterie à 60 kWh. Donc, c'est une option, le 75 kWh, qui peut être acheté après coup. Donc, vous achetez votre P60, vous regrettez au bout de 6 mois, 1 an de ne pas avoir une P75, vous achetez, là, vous payez le prix pour la P75 et à distance, on autorise par transmission là, de données à votre véhicule l'utilisation des 75 kWh de capacité réelle de la batterie. Eh bien, on a appris qu'avec les ouragans en Floride dernièrement, dont Irma, là, où on demandait aux gens de quitter la Floride le plus rapidement possible, la compagnie Tesla a fait, à mon sens, un coup de marketing de génie en temporairement augmentant l'autonomie de toutes les P60 qui étaient compatibles avec la recharge d'une pile de 75 kWh. Donc, ils ont augmenté, même sans la demande des propriétaires, la capacité du véhicule de 60 kWh à 75 kWh en envoyant un message aux propriétaires d'évacuer le plus rapidement possible la Floride et qu'on leur avait donné une autonomie augmentée, leur permettant d'aller plus vite, là, d'arrêter moins souvent en borne de recharge et de s'éloigner de la Floride. Évidemment, ces conducteurs ont peut-être été un peu étonnés et doivent s'attendre à revenir avec une charge maximale là, limitée à une batterie de 60 kWh dans les prochains jours, mais quand même, comme moyen de donner une autonomie temporaire et de permettre là, aux gens de quitter, puis avouons-le, se faire un peu de publicité par la bande, c'était pas vilain de la part de la compagnie Tesla. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité.
Alors, je suis maintenant en compagnie de François Villot. François, dont l'expertise et l'expérience avec les Leaf n'est plus à faire. Pour faire une courte bio et faire ça simple, et en même temps vous situer un peu face à François. François, une Leaf, même rendu à une deuxième Leaf, là, c'est sa deuxième. Il a été faire un tour au Japon, invité par Nissan, et participer au lab, là, le banc d'informations d'essais en tout ce qui touche la technologie de Nissan pour essayer de parfaire et d'améliorer le véhicule. François aussi a été modérateur sur le groupe Ma Leaf, une passion. Il est présent un peu partout sur les réseaux sociaux. Je pense que vous l'avez déjà lu, vous l'avez probablement déjà rencontré aussi, mais sinon, bienvenue François Villot, bienvenue à l'émission. Bien, merci Martin. François, évidemment, je pouvais pas faire autrement que de t'inviter, puis évidemment, il y a plein de monde qu'on associe à des livres, mais je pense que ton nom revient souvent. Les annonces viennent d'être faites, là, ça fait quelques jours, là, ça fait maintenant une semaine ou un peu plus que les annonces ont été faites. J'aimerais avoir comme ça, là, tu as eu quelques jours pour décanter, voir ce que t'aimes, ce que t'aimes moins. C'est quoi tes impressions, là, tes premières impressions de ce que tu as vu et lu depuis l'annonce? Eh bien, écoute, on l'attendait tellement, cette Leaf-là, la Leaf 2018, et puis j'étais particulièrement très content de l'avoir finalement arrivé parce qu'avec tout ce qu'on avait vu et entendu et donné comme information quand on est allé au Japon sur cette Leaf-là, on pouvait pas parler, on pouvait rien dire. On en savait un peu, mais quand même, on avait hâte de voir qu'est-ce qui allait vraiment arriver. Ça ressemble-tu à ce que tu avais vu là-bas? Ou Ça ressemble pas mal, je te dirais. Bon, tout n'était pas peaufiné là, quand c'est sorti. Je m'attendais... on nous avait dit également qu'il allait avoir certains changements, là, que tout n'était pas coulé dans le béton. Mais grosso modo, les formes, les lignes, tout ça, tout était déjà en place à ce moment-là, en novembre 2015. Le tableau de bord n'était pas encore peaufiné comme on l'a vu, mais on avait déjà encore des petits indices là, de qu'est-ce que ça allait avoir l'air. Et on discutait à ce moment-là de la capacité de la batterie. Qu'est-ce qui était mieux selon nous? Est-ce que fallait en avoir plus, en avoir un peu moins parce qu'on comparait évidemment avec la Bolt à ce moment-là et la Tesla qui s'en venait, Model 3. Et puis, c'était très partagé, je te dirais, là, au niveau de... soit c'était 40 kW ou 60 kW, les gens disaient « Oui, mais on n'a peut-être pas tout besoin de 60 kW. » Parce qu'on disait « Le prix va être également plus élevé. » Puis tout ça. Fait que, bref, j'étais soulagé, content en même temps de voir que Nissan, contrairement à d'autres qui auraient mis peut-être plus d'autonomie, mais de voir que Nissan allait dans le 40 kW. Parce que c'est un marché qui n'est pas encore, je te dirais, comblé en ce moment. C'est juste un bon petit in-between pour la famille moyenne qui a 2 voitures à la maison, qui en veut une électrique, puis qui veut couvrir la majorité de ses déplacements. Puis quand j'ai vu le prix, ensuite, j'ai été encore plus heureux parce que je me suis dit, regarde, je compare le prix de la 2017 et de la 2018. Et honnêtement, à part quelques changements au niveau du modèle S qui fait que le prix est plus élevé, le SV et même le SL, c'est sensiblement pareil pour tout ce que la Leaf, la nouvelle, offre de plus. Je trouvais que c'était quand même assez fair comme approche de Nissan. Donc, globalement, j'ai évidemment suivi, comme la plupart des gens, l'essai de Simon-Pierre de Daniel Breton. Et je suis bien content de l'amélioration au niveau général là, de la voiture, là, si on peut se fier aux commentaires qu'ils ont donnés là, suite à leur essai. Ouais, effectivement. C'est un rapport, on parle souvent dans la vie, dans la consommation, de rapport qualité-prix. Avec les véhicules électriques, je pense qu'il y a un ratio qui pourrait être intéressant à regarder, qui est le ratio autonomie-prix. Donc, bien sûr, on peut avoir plus d'autonomie, mais il y a un prix à ça. La Bolt en est un exemple. Elle a plus d'autonomie avec ses 60 kWh de batterie. Par contre, elle est sensiblement plus chère que la Leaf. Moi, personnellement, moi aussi, c'est le scénario idéal, la 40 kWh. Là, je sais qu'il y a bien des gens qui sont déçus qu'elle n'ait pas 60, mais c'est sûr qu'au même prix, j'aurais pris à 60. Là, je ne suis pas plus fou qu'un autre, mais je ne paierais pas 6, 7, 8 000 de plus pour avoir
les 20 kWh supplémentaires parce que déjà, avec moi, j'ai une 24 kWh, imagine-toi, là, puis ça correspond à 95-96% de mes déplacements. Donc, c'est certain que moi, personnellement, je ne paierais pas pour ça. Mais évidemment, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des plus grandes distances à faire. Puis pour eux, ben d'avoir la 60, ça aurait peut-être été intéressant. Je vous rappelle cependant, puis ça c'est important, on semble oublier là, que Nissan a tout de même annoncé que plus tard dans l'année, une version avec une plus grande autonomie sera annoncée. Donc, on n'a pas tracé un trait définitif en disant c'est 40 kWh et pas plus. C'est 40 kWh pour l'instant et ça sera plus tard. Est-ce que ça sera 60 qui va être annoncé plus tard? 50, 70? Personne ne le sait là, pour l'instant, mais il y aura quand même un petit peu plus d'autonomie dans un nouveau mode, une nouvelle mouture, là, une nouvelle déclinaison du véhicule qui sera annoncée un peu plus tard dans l'année. Tu as parlé, François, des autres caractéristiques qui étaient intéressantes. Tu disais à prix équivalent, toutes les nouvelles technologies. Parlons-en de ces nouvelles technologies-là. On parle entre autres du ProPilot, qui est une capacité de conduite autonome, contrôle du volant, de l'accélération, des freins, le ProPark, qui est du stationnement automatique en parallèle et conventionnel. Est-ce que c'est des features qui sont intéressants, ça, pour toi? Absolument. Écoute, j'ai écrit en blague justement sur ma Leaf une passion suite au visionnement de l'annonce de la nouvelle Leaf. Est-ce que vous pensez que ça se fait installer le ProPilot sur une 2016? Parce que sérieusement, comme tu disais tantôt, beaucoup d'arguments reviennent au niveau de l'autonomie. Mais moi, l'autonomie, regarde, moi j'ai une 30 kWh et ça me convient à 99% de mes déplacements. Évidemment, tous les besoins sont différents, si on le comprend bien, mais pour moi et pour une bonne partie de la population qui font du métro boulot dodo, c'est métro boulot dodo, ça va être plutôt du trafic boulot dodo dans notre cas. Je te dirais que le ProPilot, je le prendrais et je l'utiliserais à tous les jours, contrairement à 30 kWh de plus que j'utiliserais peut-être 2-3 fois par année, tu comprends? Donc, pour moi, c'est des options qui auraient été très, très intéressantes pour moi à avoir, que je serais, en tant que futur acheteur de Leaf, dans un cas où j'aurais pas de voiture électrique en ce moment, cette option-là m'attirerait particulièrement. L'autre point, évidemment, on continue dans la Leaf 2018 avec le Nissan Connect qui fait qu'on peut voir notre charge à distance, partir le préchauffage, la climatisation à distance. Tout ça, c'est des choses que personnellement, j'apprécie énormément et puis que je me déferais pas non plus avec la nouvelle Leaf. Donc, ça, c'est une autre caractéristique que j'apprécie bien. Et évidemment, le E-pédale, la conduite à une pédale, là, comme on en a parlé. Je pense que bon, la Bolt, la Ioniq également ont ça, même peut-être un peu plus évolué, parce que je pense qu'ils ont des différents grades là, de puissance de régénération. Mais ne l'ayant pas essayé, c'est dur de dire, là, de comparer la nouvelle Leaf, mais ça aussi dans le trafic et en ville, peu importe où, c'est quelque chose qui devient un gros plus là, quand on conduit. Oui, peut-être expliquer pour nos auditeurs qui sont un peu moins familiers, là, le concept du E-pédale, c'est la conduite à une seule pédale, donc plutôt que d'avoir une pédale d'accélération, une pédale de frein. Le mode E-pédale, c'est tout simplement que le véhicule régénère tellement d'énergie qu'il y a un freinage très grand qui est offert par la régénération, tellement grand en fait, qui permet d'immobiliser le véhicule même dans une côte. Donc, c'est de la conduite à une seule pédale, un peu, là, pour faire un parallèle, les gens qui ont déjà essayé un kart de golf où il y a c'est la pédale pour accélérer, mais quand on arrête de peser dessus, ben, ça ralentit puis ça immobilise le véhicule. C'est un peu ça. Donc, en circonstances de conduite, par exemple, dans le trafic, ben, on n'a pas besoin d'enlever de notre pied de sa pédale de l'accélérateur. On accélère, on soulève le pied quand on veut ralentir, puis si on soulève complètement, mais le véhicule s'immobilise. Donc, on conduit à une seule pédale. C'est ça le concept du pédale. Exactement. Et puis, le fait que, on permet de réutiliser l'énergie du véhicule. Autrement dit, c'est un peu comme pour ceux qui conduisent manuel, c'est un peu le même principe quand on rétrograde et puis que le moteur fait ralentir la voiture. Mais dans ce cas-ci, le moteur fait ralentir la voiture en envoyant de l'énergie à la batterie. Donc, c'est un double avantage. Et dans le cas de la Leaf,
avant 2018, donc dans les livres actuels qu'on a présentement, la régénération est présente, mais beaucoup moins puissante et ne permet pas la voiture à aller jusqu'à l'arrêt. Donc, ça offre quand même une certaine puissance de régénération, mais j'avoue que ça me manque parfois d'avoir un petit plus là, comme je peux comparer avec la BMW i3 ou la Bolt qui va jusqu'à l'arrêt. Ça peut être intéressant. L'autre point donc on parlait des améliorations, des choses intéressantes, je pense que Nissan aurait fait un bon travail au niveau de l'insonorisation puis de l'isolation dans la nouvelle Leaf comparativement aux anciens modèles. Ça, encore une fois, j'ai hâte de voir parce que effectivement, il y en a plusieurs qui se sont plaints parfois l'hiver. Ils sentent des courants d'air où la voiture est pas assez performante au niveau chauffage. Apparemment que ça a été beaucoup amélioré dans la nouvelle version. Ouais. Si on regarde un peu les autres caractéristiques là, rapidement qui ont été amenées, là, juste avoir ton opinion, François, sur ça. Le véhicule va être compatible Android Auto et CarPlay d'Apple. C'est un gadget ou c'est quelque chose qui vaut la peine? Ben, personnellement, je suis pas la meilleure personne pour te répondre, honnêtement, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer sur une voiture cette option-là. J'en ai vu quelques-uns là, sur d'autres, comme la Ioniq, je pense que a ça et la Bolt, mais j'ai pas pu l'essayer. J'imagine que ça doit avoir des bons avantages justement au niveau application comme quand on utilise le GPS ou Spotify, Maps dans le cas d'Android. Apple Car aussi, j'imagine, ça va être très, très pratique là, au niveau des fonctions sur le téléphone qu'on peut avoir directement à l'écran sur la console. On pourra mettre l'application balado et puis écouter silence, on roule directement dans le véhicule. C'est une amélioration incroyable. Il y a d'autres améliorations, François, qui ont été amenées dans le véhicule qui veulent peut-être la peine qu'on parle là, en terminant. J'aimerais qu'on parle, on a parlé de la capacité de la batterie, on parle de la recharge un peu, donc un chargeur embarqué encore une fois de 6,6 kW. C'est une batterie qui est plus grande, donc il faut s'attendre à ce que ça soit un petit peu plus long peut-être à charger avec la même force de recharge. On nous dit par contre qu'il y a un chargeur fourni avec le véhicule qui n'est pas juste un chargeur L1, qui serait un chargeur L1 et aussi un chargeur niveau 2, un peu comme une borne de recharge qu'on a à la maison, mais limitée à 16 ampères. Donc la question qui revient souvent, là, j'ai vu beaucoup circuler dans les derniers jours, c'est puisqu'il y a une borne L2 de fournie avec le véhicule, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de borne de recharge à la maison? Ton opinion? Ben écoute, au début, quand j'ai vu ça, je ne l'avais pas réalisé, mais en même temps, je me suis dit, 16 ampères, une fois qu'on a la prise 240 volts de sortie à l'extérieur, effectivement, à la limite, quelqu'un pourrait s'acheter ou louer la Nissan Leaf et ne pas avoir à acheter de borne. Donc, se charger uniquement sur le 16 ampères avec la borne qui est fournie par le véhicule. Je trouve ça assez brillant parce que si on charge seulement la nuit, puis qu'on a quand même une bonne autonomie sur la voiture, qu'on n'a pas besoin de se charger à tous les jours nécessairement, selon les distances et l'utilisation qu'on en fait, effectivement que la borne fournie avec le véhicule va pouvoir charger quand même assez rapidement dans la nuit pour donner une charge complète. Et puis, si jamais on a besoin, au pire, on peut aller se charger sur une borne rapide, une recharge d'appoint de 10-15 minutes et puis revenir à la maison pour terminer le tout. Alors, non, ça m'a surpris, impressionné. Je ne m'attendais pas à ça. Faut par contre comprendre que lorsqu'on achète une borne pour la maison, là, que ce soit une Heavy Duty ou une Flow, peu importe, généralement, c'est des bornes qui fournissent plus de courant que ça, donc on va se charger plus vite avec une vraie borne de recharge installée à la maison où on va tirer là, une trentaine d'ampères, on va charger plus vite que si on utilise la borne L2 qui est fournie avec le véhicule. Donc, oui, ça va fonctionner. Oui, ça va être plus vite que sur le 120 volts, mais ça ne sera pas aussi vite qu'une borne de recharge L2 installée là, comme on a de façon conventionnelle là, dans nos garages ou dans nos maisons, là.
Exactement. Mais pour la plupart des gens qui font peu de kilométrage, on entend souvent des gens qui ne chargent présentement que sur le 120 volts, qui donnent une vitesse de recharge au moins coupée de moitié par rapport à la recharge 16 ampères sur le 240 volts. Donc ça doit devenir un moyen très, très intéressant pour eux de ne pas avoir nécessairement à acheter de bornes et de pouvoir se charger quand même assez rapidement là, par rapport à la recharge 120 volts. Tout à fait. Écoute, j'ai envie de terminer avec un sujet peut-être un peu plus délicat. C'est peut-être le point qui a fait le plus sourciller. C'est-à-dire que de ce qu'on comprend, la nouvelle batterie va être thermorégulée à l'air de façon passive, donc essentiellement de la même façon qu'elle l'est actuellement dans la Leaf. Et puis d'autres véhicules aussi ont ce type de thermorégulation-là, soit dit en passant. Les ingénieurs semblent nous dire que la batterie se comporte mieux que la précédente. Par contre, le fait qu'elle soit thermorégulée de la même façon que les Leaf actuels laisse présager, ou du moins laisse craindre aux utilisateurs qu'on risque de rencontrer le même problème, c'est-à-dire qu'en situation où il fait froid, par exemple l'hiver, la recharge rapide va être grandement ralentie, ou encore lorsqu'on fait plusieurs recharges rapides, la capacité de la batterie à accepter encore un courant fort là, va être limitée, ce qui fait que la Leaf a des caractéristiques de recharge rapide peut-être un petit peu moins intéressantes dans des conditions de température chaude ou froide. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Effectivement, c'est le point qui m'a également le plus surpris et même en même temps déçu parce que je m'attendais vraiment à avoir au moins un système à l'air qui serait actif, un peu à la façon de la Kia Soul, par exemple, qui est quand même très efficace, là. Effectivement, Nissan n'a pas été là. Je trouve ça un peu décevant, malgré que moi, je suis pas une personne qui utilise les BRCC énormément, puis je parcours quand même 30 000 km par année. Je dirais que pour monsieur, madame, tout le monde qui font pas Montréal-Québec à 2-3 fois par mois, là, ce qui est la plupart des gens, soit dit en passant. Je pense que ça sera pas tant un problème que ça, mais reste que quelqu'un qui veut aller faire un voyage, par exemple en Gaspésie, après plusieurs recharges rapides, ça va être intéressant de voir la réaction de la batterie. Est-ce que ça va chauffer autant? Est-ce que ça va être un problème comme ce l'est présentement pour certains voyages? Parce qu'on s'entend, là, c'est après au moins 3-4 recharges rapides que ça devient problématique selon la température extérieure, toujours. Pour l'hiver, moi, j'ai entendu dire, dans l'entrevue avec Simon-Pierre, pas l'entrevue, mais en fait le test qu'ils ont fait de l'ingénieur qui est avec eux, qu'en hiver, la recharge partant très froid, donc moins 20 degrés, serait améliorée de 20 à 25% au niveau de la vitesse. Donc, est-ce que ça veut dire que la chimie de la batterie a changé pour que ça puisse permettre ça, ou c'est juste des changements au niveau électronique qui ont fait pour que ça puisse se faire? L'autre point que j'ai vu passer, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est que maintenant que la batterie est plus grosse, on sait que la batterie se réchauffe en roulant. Moi, j'ai remarqué en hiver que je peux facilement gagner un 10 degrés dans la batterie, alors quand je parcours une centaine de kilomètres, je gagne au moins 10 degrés dans la batterie. Donc là, étant donné qu'on a une batterie plus grande, on parcourt plus de kilomètres, est-ce que la batterie va se réchauffer également plus rapidement l'hiver selon la distance qu'on fait? Ce qui fait qu'en arrivant à la recharge rapide, probablement qu'on va gagner aussi en vitesse à ce moment-là. Donc, ça sera des choses à voir rendu là, mais moi, je trouve ça, en même temps que je trouve ça décevant, je te dirais que pour la majorité des cas, ça ne devrait pas être tant un problème que ça. Ouais. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que la nouvelle Nissan Leaf 2018 va être lancée au Japon à partir du 1er octobre et les livraisons après ça pour l'Amérique, le Canada, les dates n'ont pas été annoncées, mais ça devrait être vers la fin de l'année, probablement au début de l'année suivante. L'autonomie annoncée est de 241 km selon le cycle EPA, ce qui devrait donner une autonomie là, réelle dans des conditions normal à température de 21 degrés, là, de 250 à 300 km pour le véhicule, ce qui risque d'être assez intéressant. Les trois moutures du véhicule, soit le S, SV et SL, se détailleront 35 998, 39 598 et 41 998 $ canadiens. François Villot, je te remercie beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui. Ça fait un plaisir.
JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 $ sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. Alors, je suis présentement en compagnie de Christine Thewissen. Christine qui est déjà venue à notre podcast, qui est l'instigatrice de la page Facebook Malif, une passion. Bonjour Christine. Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va très bien. J'imagine que tu as suivi avec un engouement certain le lancement de la toute dernière Nissan Leaf, n'est-ce pas? J'étais accrochée au bras de mon fauteuil. J'imagine, quand on est une fière représentante là, du modèle comme tu l'as été depuis plusieurs années, j'imagine que c'était l'équivalent pour un maniaque des produits Apple du lancement d'un nouveau iPhone. Puis en fait, je pense que le parallèle est assez bon parce que dans un cas comme dans l'autre, on parle de technologie, de nouvelles, de voir si la marque ou le modèle va avoir des gadgets que les concurrents n'auront pas. Je me lance comme ça, puis je te pose une question vraiment très large, mais à première vue, avec ce que tu as vu, ce que tu as entendu, évidemment, parce que, bon, tout comme moi, tu n'étais pas là-bas, mais tu as lu ce qui a été écrit sur les caractéristiques, sur ce que c'est. C'est quoi ta réaction première au lancement de ce véhicule-là? Bien, disons que je n'ai pas été surprise du tout parce qu'on en connaissait déjà avec tout ce qui avait été dit. Donc, c'était à peu près à ce que je m'attendais. J'avais espoir, comme bien d'autres, qu'il y aurait un petit peu plus d'autonomie, mais je savais que les chances étaient que c'était ce qui avait déjà été prédit. Parce que quand on fait les calculs avec la 40 kWh, on savait que ça donnait à peu près 240 km d'autonomie. Donc, moi, vraiment, ma réaction, je suis satisfaite, puis je suis prête à faire le saut, et mon conjoint aussi. D'accord. Écoute, il y a une position, en fait, là, puis il y a plein de modèles qui sont sortis dans les dernières années. Puis bon, la Nissan Leaf a vraiment de la belle concurrence. Puis je pense que toi, la première, t'en es contente. Hein, quand les concurrents embarquent puis font de quoi de mieux, ben ça pousse notre modèle fétiche à s'améliorer d'année en année. Mais la Nissan possède une espèce d'aura d'avoir été la première voiture électrique grand public distribuée. Moi, je suis à ma deuxième, là, puis moi aussi, j'étais un fervent de la marque, puis tout ça, puis il y avait une avance là, qui était reconnue auprès de Nissan. Dans les dernières années, les concurrents ont sorti des modèles, dans certains cas, à prix comparable, avec des caractéristiques sur certains points assez semblables, puis sur d'autres points, avaient des caractéristiques plus enviables, plus intéressantes. Alors là, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. En regard de cet angle-là, c'est-à-dire de la capacité de Nissan de rattraper le peloton puis rejoindre le peloton de tête, ou peut-être même être en tête, tout ça, est-ce que tu as l'impression que Nissan a fait ses devoirs et a réussi là, à regagner sa position là, de voiture numéro 1 pour les gens qui ont moins de 50 000 $ à investir sur un véhicule? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Nissan a fait. Parce que j'ai participé dans plusieurs événements pour promouvoir le véhicule électrique. Puis ce qui revient souvent, il y a 2 points. Il y a l'autonomie et il y a aussi combien ça coûte pour un véhicule électrique. Dernièrement, un des derniers événements dans lesquels j'ai été, j'ai vu un changement d'attitude chez les gens dès que je mentionnais la Leaf 2018 qui s'en venait avec possiblement 240 km. Ils étaient déjà très intéressés, beaucoup plus qu'avant. Dès que ça a franchi le 200 km, moi, j'ai vu une différence chez les futurs consommateurs. Donc, moi, je pense que Nissan s'est garanti vraiment une masse de consommateurs qui va être fidèle et qui va embarquer aussi. Ceux-là qui étaient prêts à embarquer, mais ce n'était pas encore tout à fait ce qu'ils avaient besoin, ils viennent juste d'accrocher ces gens-là, tout en gardant un prix
qui est très intéressant parce qu'on n'est pas en train de parler de 10 000 $ de plus. Alors moi, je pense qu'ils ont bien joué leur carte. Puis plus tard, la prochaine qui s'en vient va répondre à ceux-là qui veulent plus d'autonomie. Bien, c'est un angle intéressant que tu apportes, Christine. Puis, ce qui me vient en tête, c'est, je me rappelle, il y a 2 ans et demi, là, lorsque j'étais au Japon, on discutait avec les ingénieurs et les gens du marketing à Yokohama. Puis, évidemment, tout le monde disait, ça prend des plus grosses batteries, ça prend des plus grosses batteries. Puis, je me rappelle très bien que le responsable du marketing nous avait dit, on est tous d'accord avec ça, mais l'autonomie, ça a un prix. Jusqu'à quel prix êtes-vous prêt à payer pour avoir de l'autonomie? Parce que si vous n'avez pas de limite de prix, on peut vous en donner de l'autonomie, mais ça coûte cher avec les technologies de batterie actuelles de donner beaucoup d'autonomie. Et Nissan a toujours joué la carte d'avoir l'autonomie minimum nécessaire pour garder le véhicule abordable. Bon, sans faire de parallèle douteux, on sait que, par exemple, on a une Chevrolet Bolt qui a 60 kWh de batterie, donc une autonomie beaucoup plus grande, mais qui également coûte pas 10 000, mais presque 10 000 $ de plus qu'une Nissan Leaf. Donc, est-ce que ce 8 000 ou à peu près de différence entre les deux vaut le 10 kWh de différence? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, je te pose la question, Christine, est-ce que l'angle de Nissan de garder le véhicule avec une autonomie peut-être plus basse, mais qui permet de garder un prix abordable, mais surtout, et ça a toujours été, c'est encore, je pense, une des forces de Nissan, avoir de la disponibilité. Le véhicule, là, évidemment, les 2017, il y en a moins, là, parce que les 18 s'en viennent, mais lorsqu'un modèle sort, c'est pas difficile d'obtenir une Nissan Leaf. Donc, cette stratégie-là, volume, prix abordable, mais peut-être autonomie un peu moins grande, est-ce que c'est un bon pari de la part de Nissan? Moi, je pense que oui. Définitivement oui, parce que le prix revient toujours. Puis, c'est sûr que monsieur et madame tout le monde ne vont pas aller mettre trop d'argent dans un véhicule, surtout si c'est un véhicule électrique, puis c'est leur premier véhicule. Ils vont avoir des doutes, ils vont regarder les véhicules à essence, ils vont faire de la comparaison, puis ils vont se dire, ben là, tu me demandes de payer tellement plus cher pour électrique, pour peut-être qu'ils n'en ont pas besoin autant que ça. Donc, moi, je pense qu'ils ont bien joué leur carte. Justement, si on regarde caractéristiques du véhicule versus le prix, on a lu beaucoup dans les réseaux sociaux depuis le lancement du véhicule que certaines fonctionnalités qu'on pourrait peut-être même qualifier de gadgets qui ont été mis de base ou en tout cas à tout de moins sur les modèles SV et SL, tels compatibilité Android ou Auto ou CarPlay, le ProPilot Park, là, pour faire simple, le ProPilot, là, c'est une capacité de conduite autonome, donc le volant, l'accélération, les freins qui fonctionnent de façon automatisée, puis le ProPilot Park qui permet de stationner l'auto tout seul. Plusieurs personnes disent, ben moi j'aurais préféré enlevez-moi ces gadgets-là, puis baisser le prix ou alors garder le même prix, mais donnez-moi plus d'autonomie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que les nouveaux gadgets qui viennent de base sur les véhicules, les nouveaux véhicules Nissan, c'est un plus ou on aurait dû les enlever puis mettre plus d'autonomie à la place? Moi, j'ai l'impression que pour mettre plus d'autonomie, ça aurait coûté encore plus cher que les gadgets qu'ils ont ajoutés. Donc, moi, j'ai l'impression que c'était leur façon de donner non seulement un peu plus d'autonomie, mais on donne quelque chose, on donne un véhicule qui s'est amélioré par rapport au véhicule précédent, avec vraiment des choses encore plus intéressantes, avec une technologie qui est encore plus intéressante, qui va faire compétition avec les autres véhicules sur le marché. Une question me brûle les lèvres. Évidemment, tu administres une page Facebook sur laquelle les fervents de la marque Nissan et du modèle Leaf là, viennent écrire. Donc, tu vois ce que les gens aiment, tu vois ce que les gens aiment moins. Tu lis, tu peux voir passer beaucoup de commentaires. Selon toi, quel était ou quel est le point le plus faible ou les points les plus faibles de la Leaf dans sa mouture actuelle? Et est-ce que tu as l'impression que ça va être réglé, ces points faibles-là, sur le nouveau modèle? C'était toujours l'autonomie, je pense que c'était le numéro 1. Pour beaucoup, le 170 était déjà bien mieux pour la 2016. On dirigeait plusieurs membres vers ce véhicule-là lorsque leurs besoins en trajet journalier étaient plus grands. Mais parfois, ça ne suffisait quand même pas assez ou bien le membre est encore réticent, avait encore une petite peur. Au-dessus de 200 km, ça va venir chercher ces gens-là. Mais si on regarde les gens qui ont déjà la voiture, puis qui l'ont depuis quelques mois, il y a quand même certains
points, certaines pistes d'amélioration. Moi, je peux t'en nommer 2 rapidement comme ça, là. Le système de chauffage, donc tout ce qui est pour l'hiver là, à l'intérieur du véhicule, donc un système de chauffage qui est peut-être un peu limite. Et je peux t'en nommer un deuxième, la thermorégulation de la batterie qui rend les recharges rapides un peu plus hasardeuses à haute température ou encore à température très froide quand on compare avec les compétiteurs. Est-ce que selon toi, ces 2 problématiques-là risquent d'être améliorées dans le nouveau modèle? Je pense que ce sera légèrement amélioré. Je ne sais pas si ce sera encore suffisant. La chose, par exemple, qui va être intéressante avec la thermorégulation de la batterie, c'est que vu qu'on a plus d'autonomie, on va être capable de chauffer plus le véhicule sans devoir nécessairement diminuer pour garder notre autonomie, justement. Moi, j'espère que l'habitacle... J'ai entendu, parce que je suis encore, moi aussi, en train de m'informer au sujet de cette nouvelle Leaf-là, je suis très excitée, j'ai entendu qu'elle serait un petit peu mieux isolée au niveau des pieds pour qu'on puisse avoir un peu plus chaud. Donc, l'habitacle serait encore mieux. Est-ce que c'est vrai? Je ne le sais pas encore, mais ce serait bien. Au niveau de la vitesse de recharge et tout sur les BRCC, j'ai déjà été très impressionnée cet été pour l'avoir vu, pour avoir été à côté d'une 2016 qui rechargeait beaucoup plus vite, qui gardait un niveau de charge plus consistant que notre 2014 qu'on a chargé en même temps, après, on a chargé la note, puis on a vu cette grosse différence-là. Donc, j'ai confiance que celle-ci, la 2018, va recharger encore mieux, encore plus vite. Ben, ça corrobore aussi les informations qu'on a eues, là. C'est-à-dire que même si la technologie de thermorégulation semble être basée sur les mêmes systèmes là, de thermorégulation par air statique, les caractéristiques de la batterie puis le fonctionnement semblent avoir amélioré aussi la vitesse de recharge, puis l'isolation du véhicule aussi là, semble être meilleure. Écoute, je m'en voudrais de terminer notre entretien sans te poser la grande question fatidique. Est-ce que tu as fait ou tu feras ta réservation pour avoir le nouveau modèle de la Nissan Leaf? Nous ne l'avons pas encore fait, mais c'est quelque chose qu'on va discuter en fin de semaine. Mon conjoint et moi, on est tous les deux vraiment prêts à faire le saut. Comment on va faire le saut, comment on va procéder, ça, on n'en a pas encore discuté. On va peut-être aller directement approcher nos concessionnaires qui sont dans notre région, qui me connaissent déjà très bien, donc j'ai peut-être pas besoin d'aller réserver en ligne. Je vais peut-être aller directement jaser avec eux, puis faire aussi le point sur qu'est-ce qu'ils connaissent, puis vérifier aussi, parce que j'ai quelques petites choses que j'aimerais bien vérifier, voir s'ils s'y connaissent mieux qu'avant, puis qu'ils donnent un bon service à mes membres que moi, je vais envoyer par la suite dans ces concessionnaires-là. Donc, je vais faire une petite recherche aux alentours, voir qui pourrait offrir le meilleur service, et c'est à eux avec eux qu'on va faire affaire. Bon, ben je te félicite, puis je te souhaite bonne chance dans l'acquisition. J'ai hâte de voir, là, Nissan prévoit des ventes assez intéressantes pour ce modèle-là. Puis s'ils réussissent à faire avec la 2018 ce qu'ils ont fait avec la 2017, la 2016, la 2015, c'est-à-dire la distribuer en volume qui permet là que c'est pas le frein et pas à l'acquisition, à la disponibilité du véhicule, ben je pense qu'ils vont peut-être pouvoir frapper un hit parce que actuellement, les voitures qu'on peut qualifier d'aussi ou plus intéressantes que la Nissan Leaf, là, tout dépendant des points de vue, ont tous, au moment où on se parle, le même défaut, c'est-à-dire qu'elles brillent par leur absence. C'est 8-10 mois d'attente pour obtenir le véhicule. Donc, je pense qu'il y a bien des consommateurs qui vont peut-être faire le saut là, vers la Nissan dû à sa supposée disponibilité, on l'espère. Christine Thewissen, fondatrice et responsable de la page Facebook Ma Leaf une passion, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Ben, merci, Martin. À Au la revoir. prochaine. Alors, encore une fois, je suis en compagnie du petit Émile. Bonjour, Émile. Bonjour. Ça va bien? Oui. Émile, tu avais une question pour moi aujourd'hui? Oui, j'aimerais ça savoir. L'autre jour, dans l'auto, tu as dit que la voiture chargeait plus vite quand elle était vide dans une borne rapide. Pourquoi?
pourquoi elle charge plus vite quand elle est vide à une borne rapide. Je vais essayer de t'expliquer simplement ce qui se passe. Écoute, Émile, une borne rapide, contrairement à lorsqu'on charge la voiture quand on est à la maison, quand on est à la maison puis qu'on charge la voiture, le chargeur, là, c'est pas l'appareil qu'on a à la maison qu'on branche la voiture dessus. Ça, c'est juste une borne de recharge. Le chargeur, il est dans la voiture. Donc, à l'intérieur de la voiture, il y a une petite boîte là, dont la job, c'est de charger notre voiture. Cette petite boîte-là, elle sait quel modèle de voiture on a, elle sait quel type de batterie on a, puis elle est vraiment faite pour charger de façon le plus optimale possible, le plus impeccable notre voiture. Quand on va à une borne rapide, là, le chargeur, il n'est pas dans la voiture, il est dans la machine sur laquelle on se branche. Donc, la grosse boîte là, sur laquelle on se branche, la borne rapide, là, le chargeur, il est dans la borne, il est dans la voiture, il n'y a pas de chargeur. Alors là, cette borne-là, le problème qu'elle a, c'est qu'elle ne sait pas quel modèle de voiture va se brancher dessus. Elle, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle va avoir à charger une voiture qui a une batterie, mais elle ne sait pas quelle marque de voiture, quel modèle, quelle grosseur de batterie. Alors, pour être capable de faire son travail correctement, ben, dans la voiture, il y a un système qui communique avec la borne de recharge rapide puis qui lui dit « OK, tu peux m'envoyer de l'électricité, un petit peu plus, un petit peu moins. » Donc, il y a une communication qui se fait entre la borne puis la batterie. Là, tu comprends, je te résume ça, là, je te simplifie ça pour que ça soit facile à comprendre. Puis tu vois, de l'électricité, c'est un peu comme de l'eau. Hein? Si je te dis « Remplis-moi la piscine avec le boyau d'arrosage », puis là, tu arrives au bord de la piscine, puis tu remplis la piscine avec le boyau d'arrosage. On s'entend que ça va être très long avant que tu remplisses la piscine, puis il n'y a pas grand danger que tu dépasses, hein, que ça déborde. Mais maintenant, si je prends le même boyau d'arrosage, puis je te dis, tu vas remplir l'arrosoir de jardin avec le boyau d'arrosage. Alors, tu prends la petite arrosoir de jardin, tu la déposes par terre, et là, tu remplis avec le boyau d'arrosage. Dis-moi, est-ce que ce serait une bonne idée que tu remplisses l'arrosoir de jardin avec la hausse de jardin en mettant l'eau au maximum jusqu'à temps qu'elle soit pleine? Non. Qu'est-ce qui va arriver si tu fais ça? Ben, ça va comme sploucher partout. Ben oui, ça va comme ça. Ça va déborder, hein? La bonne façon de faire, c'est que tu peux y aller vite au début, mais plus tu te rapproches, que quand tu sens que tu commences à arriver au maximum, qu'est-ce que tu fais? Ben, je baisse un peu le jet de l'eau. Ouais, tu mets de moins en moins d'eau pour être sûr que tu ne dépasseras pas, puis tu vas essayer d'arrêter juste avant que ça soit plein, n'est-ce pas? Ouais. Mais la borne de recharge rapide, elle fait pareil. Elle connaît pas la batterie. Elle ne sait pas quelle batterie est remplie. Fait qu'au début, quand c'est bien vide, elle peut en envoyer beaucoup parce qu'il n'y a pas de danger que ça déborde. On s'entend avec l'électricité, ça ne débordera pas, mais ça pourrait briser la batterie. Fait qu'au début, quand elle est bien vide, elle peut envoyer beaucoup d'électricité dans la batterie, mais au fur et à mesure que la batterie se remplit, il y a un certain temps où la batterie elle commence à être pas mal pleine, là, puis à un moment donné, le système de gestion de la batterie dans la voiture va dire à la borne de recharge, « Oh, là, la borne, là, on s'en vient pas mal plein ici, là. Ralentis, mon ami, parce qu'on va dépasser. » Alors là, la borne a ralenti, elle envoie moins de courant. Puis là, ça continue à monter, ça monte moins vite parce qu'on envoie moins d'électricité, fait que ça prend un petit peu plus de temps. Puis là, à un moment donné, on s'en vient vraiment proche, là, baisse le courant. Et c'est pour ça que la borne de recharge, elle va écouter ce que la voiture lui dit, puis elle va se mettre à ralentir quand la voiture lui dit. Il y a des voitures qui sont très prudentes, puis ils vont dire aux bornes de recharge de ralentir vraiment très rapidement. Il y a d'autres modèles qui sont un petit peu mieux construits, un petit peu mieux faits, puis qui vont permettre à la borne d'envoyer beaucoup d'électricité longtemps, puis c'est juste à la dernière seconde qu'elle va dire à la borne de ralentir. Mais dans tous les cas, plus la batterie s'en vient plein, vient un temps où elle va dire à la borne de recharge rapide, ralentis pour éviter qu'on passe tout droit. Fait que tu comprends? Ouais. Fait que si je veux remplir la première moitié de la batterie quand la batterie est vide, ben je vais toujours la remplir à pleine vitesse. Mais si je remplis la deuxième moitié, je ne remplirai pas toujours à la pleine vitesse. C'est pour ça, pour répondre à ta question, que quand une batterie est complètement vide, elle se recharge, elle se remplit plus vite que quand elle est remplie, mettons, aux 3/4. Tu comprends? Ouais. Ça répond à ta question? Ouais. Merci beaucoup, mon ami. De rien. Si vous avez à la maison des enfants qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Un petit courriel à martin@aveq.ca. Vous pouvez tout simplement enregistrer votre enfant avec votre téléphone cellulaire, avec la fonction dictaphone, là, puis m'envoyer le fichier audio. On va faire jouer dans le podcast sa question, puis on va essayer d'y répondre le mieux possible.
Alors d'ici là, à la prochaine chronique, Voiture électrique 101. Voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Rappelons que du 9 au 17 septembre 2017, partout au Canada et aux États-Unis, c'est le National Drive Electric Week. C'est une semaine où on met en place plein d'activités pour promouvoir les véhicules électriques partout au Canada et aux États-Unis. Ici au Québec, avec l'AVEC, c'est le NDEW à l'année longue, mais ailleurs, c'est centré dans cette semaine-là. Quand même, nos activités entre le 9 et le 17 s'inscrivent dans les activités officielles du National Drive Electric Week. Rappelons entre autres que le 5 à 7 électrique aura lieu le 20 septembre 2017 au 116 rue Wellington, Quaticook. C'est une conférence et un panel d'invités. Il y a également le 23 septembre 2017 l'exposition de voitures anciennes de Léry qui aura un volet de voitures électriques. C'est au parc de la Presqu'île Asselin à Léry, tout près de Châteauguay, kiosque d'infos et essais routiers. Le 30 septembre et le 1er octobre 2017, c'est Info véhicules électriques à l'Écosphère de Magog. Encore une fois, kiosque d'information et essais routiers. Si vous voulez essayer des véhicules à Longueuil, on vous invite le 30 septembre de 9h à 17h au 601 à Doncourt à Longueuil. On sera là pour vous faire des essais routiers et vous donner toute l'information voulue. Le roulé électrique Vaudreuil-Dorion, c'est le 7 octobre de 10h à 16h. C'est au 601 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. C'est le stationnement là, près du Saint-Hubert et de la borne rapide. C'est une occasion unique pour venir apprendre sur les véhicules électriques. Venez nous rencontrer, plein de propriétaires, voir les avantages de la technologie. Il sera également possible d'effectuer des essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement François Villot et Christine Thewissen pour leur participation aujourd'hui. Nous remercions également JN Auto, commanditaire principal de Silence on roule. Évidemment, merci à mon fils Émile Archambault pour la question. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, au www.aveq.ca, vous avez accès à toute la documentation de l'AVEC, mais vous avez également, afin de vous faciliter la tâche, accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Vous pouvez accéder à tout ça au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous aussi vous êtes appris la piqûre et direz « Silence, on roule ».